Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. 13h, voici les titres de cette édition au sommaire de ce matin. Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu hier l'artiste international Tiken Fakoly. Il a félicité le chef du gouvernement pour son accession à cette fonction et va bientôt tenir un concert de la paix en Casamance. Vous entendrez l'artiste Tiken Fakoly. La conduite automobile en entreprise, les salariés sont initiés aux bonnes pratiques suite au constat sur les accidents mortels liés au déplacement professionnel. Des journées lancées par le ministre des Transports terrestres, Yankoba Diémé. La décharge de Keur Massamba Gueye à l'entrée de Thiès doit être fermée définitivement. C'est l'objectif du déplacement des députés, membres de la commission environnement qui étaient sur le site avec la Sonaged. Bonjour et bienvenue. Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu hier l'artiste international Tiken Fakoly en concert à Dakar. Le chanteur très engagé a tenu à rencontrer le Premier ministre Ousmane Sonko dont il a longtemps soutenu les idées. Tiken se félicite de son accession au pouvoir et souligne la paix et la stabilité qui caractérisent le Sénégal. Il annonce d'ailleurs très prochainement un concert de la paix en Casamance. Nous écoutons Tiken Fakoly à sa sortie d'audience avec le Premier ministre Ousmane Sonko. Ce qui a motivé cette audience, c'est que moi je tenais à rencontrer M. le Premier ministre pour le féliciter pour son arrivée au pouvoir et surtout la manière dont il est arrivé au pouvoir. Parce que c'était un Premier ministre et un président de la République qui ont été portés par le peuple. Et nous, on aime ça. Et donc je suis venu en concert ici, je ne pouvais pas partir sans le rencontrer et pour le féliciter. Et puis nous avons parlé aussi de l'organisation d'un concert de la paix en Casamance pour parler de paix. Et donc je pense que dans les jours à venir, le peuple sénégalais sera informé sur la manière dont ce concert, la date de ce concert. Voilà, un concert de la paix pour parler de paix, d'unité, de stabilité, de l'importance de la stabilité dans un pays. Et donc, moi, j'aimerais dire aux Sénégalais de tout faire pour garder cette stabilité, tout faire pour garder cette dynamique. Parce que c'est le peuple qui a pris le pouvoir au Sénégal. Et il a donné à qui il veut. Et donc, il faut maintenir ça. Et puis, tant que le peuple a le pouvoir, il peut donner à qui il veut dans 5 ans, dans 10 ans. Et c'est ce que je suis venu encourager. Mais l'ambiance a été très, très bonne, puisque nous nous étions rencontrés à l'époque, quand il était allé rencontrer ces militants au Canada. Nous nous sommes rencontrés à l'aéroport, c'était notre première rencontre. Et puis nous avons, je le dis modestement, nous avons mené quand même des combats à travers des vidéos, à travers des annonces pendant les concerts pour sa libération. Et moi, je ne savais pas qu'il était au courant. Il m'a dit, mais tu sais, j'étais en prison, mais je voyais tout ce que tu faisais pour nous. Et donc c'était une ambiance conviviale et fraternelle surtout. Voilà donc l'artiste international Tiken Fakoly reçu en audience par le Premier ministre Ousmane Sonko. Une initiation aux bonnes pratiques de conduite, elle concerne les salariés en entreprise. Est-ce que vous savez que 70% des accidents mortels sont liés au déplacement professionnel? Le ministre des Transports a lancé des journées de sensibilisation sur les actions prioritaires de prévention. Le compte-rendu est signé Philomène Constance Diagne. Pourquoi une politique sécurité routière est-elle essentielle dans les entreprises? Une question centrale sur laquelle chefs d'entreprise et salariés doivent se pencher, ce qui justifie cette édition qui fait focus sur les addictions et les risques routiers. Depuis sa création, nous avons organisé des campagnes de sensibilisation, formé des collaborateurs aux gestes de la sécurité et collaboré avec des partenaires institutionnels pour aligner nos actions sur les priorités nationales. La sécurité routière, ça nous concerne tous les jours, au quotidien, et c'est pour ça que nous avons été, à l'initiative de ces journées, considérant qu'il en va de notre responsabilité de pouvoir développer les meilleures politiques de sensibilisation. Les accidents de la route représentent une des premières causes de mortalité au travail. Au Sénégal, 70% des accidents mortels sont liés au déplacement dans le cadre du travail. Pour mieux prendre en compte le risque routier professionnel, il est essentiel de mettre l'accent sur la prévention et la formation. Cette action citoyenne que vous avez initiée
et aussi un effort de participation à l'effort collectif que nous devons tous avoir pour sauver des vies sur la route. Et je voudrais vous réaffirmer ici l'engagement de la commission des parlementaires que nous sommes à vous soutenir dans cette noble mission. À travers cet atelier interactif, des conférences d'experts et des sessions pratiques, les participants auront l'occasion non seulement de mieux comprendre la problématique de la sécurité routière, mais aussi de définir et mettre en œuvre des solutions concrètes pour protéger la vie des travailleurs et autres usagers de la route. Les autorités étatiques invitent le secteur privé à se joindre à la dynamique collective, la finalité étant de préserver plus de vies humaines sur les routes du gagne-pain. Alors qu'elle subit de plein fouet les effets des changements climatiques, l'Afrique ne touche que 9% du fonds vert climat. Au moins 15 pays de la sous-région ont décidé de renforcer leur résilience à travers d'autres mécanismes de financement soutenus par la FAO. Papa Babacar Ndour. Harmoniser les modalités de soutien entre la FAO et les États ouest-africains dans la mobilisation des moyens de lutte contre les effets du changement climatique, c'est l'objectif de cet atelier sous-régional. L'atteinte de cette visée nécessite une compréhension des mécanismes de transformation des systèmes agroalimentaires et la capacité de gestion des ressources naturelles. Nous allons discuter pendant 3 jours entre nous, essayer de voir quelles sont les difficultés que nous rencontrons et quels sont les problèmes techniques que nous pouvons identifier pour l'élaboration des différents programmes et projets dans ces fonds verticaux. Et à l'issue de l'atelier, nous pensons que véritablement nous pourrons davantage soutenir les différents gouvernements ici en Afrique de l'Ouest afin qu'ils puissent nous soumettre les priorités qu'ils ont déjà identifiées. L'Afrique est victime du changement climatique et n'engrange que 9% des fonds. Devant la faiblesse de la capacité de mobilisation, cette session revêt une importance particulière pour les 15 pays participants. Avec ces fortes et grandes variabilités du climat que nous connaissons, qui impactent réellement sur la production agricole, sur la production également halieutique et également sur l'avancée du désert. Donc, toute une dynamique à créer autour, en tout cas, de cette résilience qu'il faut construire avec les communautés. Devant la nécessité d'investissement de 2000 milliards de dollars d'ici 2035 pour l'atteinte des objectifs mondiaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, cette session permettra de renforcer l'expertise technique régionale pour appuyer les projets et programmes verts. L'Observatoire des Sénégalais de la diaspora et l'ambassade de Belgique ont initié des consultations avec des investisseurs pour promouvoir le développement des territoires. Il s'agit d'accompagner des initiatives et faciliter le partenariat entre investisseurs et porteurs de projets. Youssouf Kaba. Une rencontre tripartite axée sur une commune volonté d'accompagner des initiatives de développement entreprises au Sénégal, une coopération déjà existante orientée cette fois vers les pôles territoires. Le flux financier de presque 2000 milliards par année. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore parvenu à capter ce fonds pour qu'on puisse l'investir d'une manière plus productive. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment mettre en musique ce partenariat économique, les collectivités territoriales et la diaspora pour un développement durable des terroirs. Un panel de haut niveau initié par la coopération luxembourgeoise et l'ambassade de Belgique au Sénégal cherche à mettre en relation des investisseurs belges et des porteurs de projets sénégalais à travers les pôles territoires. Nous avons 45 entreprises belges, 65 délégués de ces entreprises qui sont venus au Sénégal rencontrer 414 représentants d'entreprises sénégalaises. La rencontre a réuni des profils différents. Plusieurs secteurs de développement sont concernés. C'est des rencontres en tout cas qui nous permettent de faire le marketing territorial et nous avons un retour très positif. Beaucoup de sociétés, beaucoup d'investisseurs aujourd'hui ont pris contact avec nous et nous sommes en train de discuter pour voir comment concrétiser ces contacts pour que ça puisse aboutir à des partenariats gagnant-gagnant. La rencontre se poursuit à Dakar et en Belgique. Elle est ponctuée de B2B et des conférences multipartites. Il est attendu des partenariats solides et fructueux dans le sens du développement économique et social du Sénégal.
Autre aspect de l'actualité, Touba dispose d'un important réseau d'eau potable, mais la vétusté des infrastructures perturbe la distribution. Face à ces difficultés, l'État, dans l'urgence, a entamé des travaux de construction et de rénovation de forages. L'ensemble des acteurs concernés par ces chantiers ont évalué les besoins de la ville sainte. Diana Badja. Touba dispose de 22 châteaux d'eau d'une capacité de stockage de 16 800 mètres cubes, dont 7 présentement en panne. 43 forages d'une capacité de 142 000 mètres cubes par jour sont aussi disponibles. Cette production d'eau, qui en théorie dépasse les besoins de la ville, ne reflète pas la réalité puisque le liquide précieux n'est pas accessible à tous du fait de la vétusté du réseau. L'État travaille à résoudre le problème. À la demande des autorités de Touba, la fonte grise posée depuis les années 50 avant le lotissement de la ville de Touba sera localisée et réparée. Cette fonte grise, qui est à l'origine des fuites d'eau constatées, traverse des habitations. L'entreprise en charge des travaux de rénovation a commencé sa géolocalisation. Le cadre de concertation regroupant les acteurs de l'eau va s'atteler à former un personnel capable de mettre en œuvre les pompes d'eau et suppresseurs ainsi que des plombiers pour assurer les branchements et sécuriser les vannes. L'augmentation de la production en eau figure aussi dans le programme. Au regard de la croissance rapide de la population, nous sommes obligés d'augmenter la capacité de production en eau. Dans cette optique, nous allons entamer la rénovation du forage Djouga Kébé et le forage de Darou Marnan et en construire un autre. Le terrain est disponible. Kerkab, qui alimente les quartiers périphériques de Touba, disposant d'un château d'eau, du réseau et d'un forage en panne, va bénéficier d'un autre forage. 2 réservoirs de 6 000 mètres cubes en construction viennent renforcer le stockage. Autant d'actions qui témoignent de la priorité accordée à la ville sainte de Touba. À long terme, l'État envisage de raccorder Touba au réseau du lac de Guerre. Nous restons toujours à Touba pour parler de l'enseignement supérieur. L'université Cheikh Ahmadoul Khadim bénéficie de formations initiées par l'ANAQ-Sup. Ces sessions visent à faciliter l'obtention du cutus de reconnaissance des diplômes et certificats décernés par l'établissement d'Amsila. Cette formation, animée par une équipe de l'ANAQ-Sup, entre dans le cadre du processus d'habilitation institutionnelle dans laquelle l'université Cheikh Ahmadoul Khadim s'est engagée. Elle vise, entre autres, à doter les acteurs internes de l'université des compétences nécessaires à l'élaboration des rapports d'auto-évaluation et à la gestion future des processus d'assurance qualité et d'accréditation. L'ANAQ sort un appel à candidature d'abord pour les universités qui veulent soumettre un dossier. Nous avons franchi cette toute première étape. Il reste maintenant une autre étape qui est la recevabilité de notre dossier d'auto-évaluation. Nous sommes optimistes et nous travaillons dans ce sens. Selon la réglementation en vigueur, la reconnaissance d'un diplôme nécessite l'habilitation de l'établissement qui le délivre ainsi que l'accréditation du programme concerné, d'où l'importance d'une bonne formation pour réussir le pari. Il est important que les responsables de l'institution qui s'occupent de ces dossiers de reconnaissance, habilitation et accréditation soient capacités, soient renforcés en compétences pour pouvoir rédiger correctement ce dossier et fournir les documents attendus par l'ANAQ-Sup. Les critères de reconnaissance des diplômes au Sénégal et à l'étranger sont définis par l'assurance qualité, d'où l'importance de bien respecter les procédures afin que les diplômes et certificats décernés par l'université Cheikh Ahmadoul Khadim soient reconnus d'ici et d'ailleurs. Merci beaucoup, Dame Silla. L'actualité internationale est marquée par le chiffre record de 80 millions de déplacés recensés à travers le monde, par la fameuse poignée également de main entre Donald Trump et Ahmed al-Shara en Arabie Saoudite et par l'annonce de la tenue des élections législatives et présidentielles en Guinée. Le récit de Alioune Badarakan. En Guinée, le mois de décembre 2025 sera un tournant majeur dans l'histoire du pays. C'est à cette date que se tiendront les élections présidentielles et législatives. Un référendum constitutionnel prévu au mois de septembre précédera ce marathon électoral. L'annonce a été faite à Abidjan par le Premier ministre Amadou Baouri. Il a donné des gages aux partenaires internationaux de la Guinée sur la volonté du pays de moderniser l'administration et d'organiser des élections fiables.
l'enrôlement des électeurs a déjà démarré. Le général Mamadi Doumbouya maintient toujours le suspense sur son éventuelle participation à la présidentielle. Ils sont 80 millions de déplacés internes recensés à travers le monde. C'est une véritable crise humanitaire et un défi pour les grandes organisations internationales. Ces pauvres réfugiés errent sans destination finale après avoir abandonné tous leurs biens. Le Soudan se distingue tristement en occupant le premier rang avec plus de 11 millions de déplacés internes depuis avril 2023. Ensuite viennent la Palestine et la République démocratique du Congo. Au regard de la géopolitique actuelle, ces chiffres pourraient grimper. Il est temps d'agir. La conscience humaine est interpellée. Donald Trump et Ahmed Al-Shara qui se saluent en présence du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. L'image fait le tour du monde. Le président américain accède à la demande de Ben Salman et sort la Syrie de l'isolement. Pourtant, le nouvel homme fort de Damas, Ahmed Al-Shara, était considéré officiellement comme un chef terroriste par les services secrets américains. Aujourd'hui, il devient fréquentable. C'est cela, la réelle politique à l'occidental. Trump repart de Riyad avec des contrats juteux. Ben Salman accroît son influence sur la scène diplomatique mondiale. Ahmed Al-Shara, l'ex-chef djihadiste, endosse son costume de président avec plus d'aisance. Dans un instant, le journal des régions. Tout d'abord, dialogue national sur le système politique au Sénégal prévu le 28 mai prochain. Le facilitateur entame une tournée nationale dans les cités religieuses pour recueillir les avis des khalifes généraux à Médina Baye. Cheikh a présenté au khalife général les termes de référence, l'esprit qui soutient ce dialogue et les enjeux ont été partagés avec le khalife Salou Seck. Médina Baye, première étape d'une tournée nationale pour rencontrer les différents acteurs devant participer au dialogue national sur le système politique. Objectif, mieux prendre en compte les préoccupations des populations. Cheikh Mahi Niasse représente une personnalité fédératrice qui concourt à la paix dans les situations de crise au niveau national comme au niveau international. Donc il était très important pour moi de venir le rencontrer, de lui parler du dialogue, de l'esprit qui sous-tend ce dialogue-là, des enjeux également qu'il porte. Une démarche novatrice qui est mise à profit pour présenter au khalife général de la Faïda Tijaniya les termes de référence des échanges. Il s'agit pour nous non seulement de recueillir les prières, mais de faire une rupture par rapport à ça, c'est-à-dire de leur demander aussi ce qu'ils pensent réellement de ce dialogue et des orientations qu'ils pourraient donner à ce dialogue. Et donc c'était important pour moi de venir le rencontrer. L'organisation d'un dialogue national est très importante. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avait reçu une recommandation divine pour la tenue des échanges avec eux. Donc, le fait de tenir cette rencontre pour dialoguer avec les populations ne fait que renforcer la paix et l'unité nationale. Nous formulons des prières pour la réussite de cet événement. Outre ces visites, des consultations régionales seront organisées pour recueillir les préoccupations des Sénégalais. Après Médina Baye, le facilitateur va se rendre également dans les autres cités religieuses. Voilà, Salou Seck, merci. Une délégation de la Commission de l'environnement et de la transition écologique de l'Assemblée nationale, accompagnée du directeur général de la Société nationale de gestion intégrée des déchets SONAGED, a visité la décharge de Keur Massamba Gueye, située à l'entrée de la ville de Thiès, sur la route de Sindia. La délégation a demandé la fermeture définitive de cette décharge, objet de nuisance pour les populations riveraines. Fatima Tabanelba à Thiès. Les impacts environnementaux et sanitaires de la décharge d'ordures de Keur Massamba Gueye, surnommée le Mbebes de Thiès, menacent le quotidien des populations riveraines. À côté de la Commission environnement et développement durable de l'Assemblée nationale, elles ont dénoncé les nuisances de ce dépotoir qui dégrade de jour en jour leur cadre de vie.
Qui impacte également les enseignements apprentissages. Extrêmement difficile avec des cas de malades, souvent qu'on évoque avec nos propres moyens. Vraiment, c'est invivable ce que nous sommes en train de vivre avec cette bombe écologique. Face à ce phénomène nuisible, les parlementaires exigent tout simplement la fermeture de la décharge. Il faudra trouver des mesures urgentes. La première, c'est d'élever le mur, la clôture. C'est-à-dire qu'il faudra que ça soit carrément sécurisé, mais également, en tout cas, de voir comment faire un gardiennage chaque jour pour pouvoir arrêter, en tout cas, le déportoir de cette hauteur là. Même si administrativement la décharge est fermée, elle reste squattée par les charretiers et autres recycleurs. Le directeur de la SONAGED promet des mesures concrètes. La sécurité, l'éclairage, mais également aussi aujourd'hui fermer la surveillance. Il faudrait qu'on surveille carrément le site. Donc je crois qu'aujourd'hui, on va continuer dans ce sillage, mais nous sommes très ouverts. En attendant la délocalisation effective, les populations riveraines de la décharge vivent un véritable calvaire. Entre pollution atmosphérique et odeurs nauséabondes, leur santé se dégrade chaque jour. Les femmes des départements de Kanel et de Matam misent sur la formalisation pour accéder au financement de l'État. Membres du GIE Fodé Mamadou Baïdi Bilel, elles ont été sensibilisées sur l'importance de disposer de documents pour prétendre à des appuis et subventions. Mansour Dian. Elles ont délaissé leur champ le temps d'une assemblée générale. Venues d'une douzaine de localités situées entre Kanel et Matam, ces femmes se sont mobilisées avec comme enjeu principal la formalisation de leurs activités pour bénéficier des fonds alloués par le ministère de tutelle. Plusieurs groupements de femmes ne disposent pas de papiers nécessaires pour être reconnus par l'État et leurs membres ne maîtrisent pas les rouages de l'administration. C'est la raison de la tenue de cette assemblée générale pour les sensibiliser et aussi recueillir leurs doléances. Au-delà de la question cruciale de l'accès à la terre, les besoins exprimés par ces agricultrices portent sur trois aspects spécifiques. Nous avons besoin de forages pour disposer suffisamment d'eau. Nous avons également besoin de semences. Ces femmes veulent aussi avoir des vaches laitières pour produire assez de lait et s'activer intensément dans l'élevage. Pour l'heure, ces entrepreneuses agricoles s'appuient sur le soutien du parrain de le GIE, un ancien haut cadre de l'administration sénégalaise. Nous avions créé une cellule qui accompagne toutes les femmes pour avoir tous les dossiers administratifs. On est en train de réussir. On fait les documents administratifs, on fait les dépôts et on suit jusqu'à l'obtention effectivement du document. Nous lançons un appel aux autorités administratives, aux autorités étatiques quand même, d'avoir un œil bienveillant sur la zone du Fouta, qui peut être effectivement le grenier du Sénégal. L'ambition affichée par ces femmes est claire, atteindre une autosuffisance en légumes et produits horticoles dans leur région. À terme, elles nourrissent l'espoir de devenir des actrices majeures dans l'approvisionnement du reste du pays, affranchissant ainsi le territoire de la dépendance des marchés de Dakar. Voilà, merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce journal et dans un instant, vous serez en compagnie de Oumou Kalsoum Sall pour l'édition en Wolof.